Alors, me revoilà dans cette deuxième partie. Alors, bien sûr, après avoir compris le contexte dans lequel évolue Vinci, analysons maintenant le livre de l'Apocalypse en lui-même, humblement comme d'habitude, en se projetant sur les origines du livre, sur le site histoire-fr.com. Bien sûr, c'est un raisonnement euh, important. L'Apocalypse de Jean fut écrit par l'apôtre Jean. Alors, ceci dit que ce n'est pas exact. Alors, bien sûr, le but du 66e livre de la Bible et des 65 autres, c'est bien évidemment pas savoir qui est l'auteur. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est ce que nous ressentons quand nous lisons le livre, ce que nous comprenons, le message que nous comprenons à travers les textes. Connaître exactement l'auteur, peu de gens le savent quand même, hein, c'est pas évident. Faux, l'Apocalypse ou l'Apocalypse de Jean, dernier livre de la Bible, est un texte d'essence prophétique annonçant la victoire du Christ sur les forces du mal à l'issue du combat de la fin des temps. On l'a bien vu, la fin des temps, c'est la fin d'un cycle. Bien d'accord. Au Moyen-Âge, ce récit fut prisé par les millénaristes qui considéraient que le jour du jugement dernier se déroulait 1000 ans après la naissance du Christ. Aujourd'hui encore, il continue d'être interprété de diverses façons par les théologiens. Cependant, si la tradition accorde la paternité de l'Apocalypse à l'apôtre Jean, fils de Zébédée, ce contemporain du Christ, finalement, fut-il véritablement l'auteur? Donc, tapisserie de l'Apocalypse, fragment de la bête sortie de la mer. Donc, la fameuse bête à 17 cornes ou 6 cornes, il me semble. Vous voyez, c'est un texte assez riche. Donc, vraiment très intéressant. Dans un premier temps, il convient de préciser que le terme apocalypse provient du grec apokaloupsis, signifiant découvrir, dévoiler au sens littéral, révéler. Dans la sémantique religieuse ainsi, ce n'est qu'au fil des siècles que ce mot commença à être utilisé pour désigner la fin des temps. A noter que l'Apocalypse de Jean n'est pas le premier texte de nature apocalyptique, ce genre littéraire étant déjà présent dans plusieurs livres de l'Ancien Testament par ailleurs. Il existe de nombreux textes apocryphes, c'est-à-dire dont l'authenticité n'est pas reconnue par l'Église, s'inspirant du récit de Jean. L'Apocalypse de Paul, l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Jacques, etc. Donc, bien sûr, on voit bien aussi les anciennes civilisations indiennes, etc. Voire indiennes, aussi dans les Amériques, en Afrique aussi. Donc, vraiment, tout le monde parle de l'Apocalypse. Enfin, de la révélation de fin de cycle, bien sûr. On voit bien que, les pyramides en Égypte aussi, c'est un témoignage cyclique. Enfin, ça ressemble un peu aux travaux de Vinci, hein. Même si c'est plus complexe la pyramide, bien sûr, au niveau de l'ouvrage. Mais voilà, il y a un contexte géométrique, spirituel, technique, etc. L'identité de l'auteur de l'Apocalypse de Jean, texte rédigé vers 95 après Jésus-Christ, fut rapidement sujet à controverse. À Rome, ce récit fut attribué à l'apôtre Jean par Justin de la Pelouse, un philosophe chrétien condamné à mort vers 165 en Orient. Par contre, l'évêque Papias d'Hierapolis, cité se trouvant dans l'actuelle Turquie, considérait que l'auteur de l'Apocalypse était Jean le presbyte. Dans l'Antiquité, ce titre était donné à l'ancien responsable d'une communauté indisciple de l'apôtre Jean. Ainsi, dans la tradition catholique, l'Apocalypse fut attribué à l'apôtre Jean, alors que du côté des chrétiens orthodoxes, la canonicité du texte a longtemps été critiquée. Aujourd'hui, les historiens considèrent toutefois que l'auteur de l'Apocalypse est inconnu. Ce dernier se présentant dans le premier paragraphe du récit sous le nom de Jean et indiquant qu'il fut contraint à l'exil sur l'île de Patmos en raison de sa foi, est donc surnommé Jean de Patmos, Jean votre frère, et qui vous est part avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'auteur de l'Apocalypse, ne se présentant ni comme un proche du Christ, ni comme le responsable d'une communauté religieuse, ne peut donc être rapproché de l'apôtre Jean, de Jean le presbyte. C'est peut-être un autre Jean, mais pas forcément l'apôtre. À noter, c'est intéressant, c'est une réflexion intéressante. À noter par ailleurs que l'exil à l'auteur à Patmos fait polémique car, comme nous l'avons vu dans un article précédent, il ne semble pas y avoir eu de persécution dans l'Empire romain à la fin du 1er siècle de la Terre. Cependant, si l'identité de l'auteur de l'Apocalypse reste encore aujourd'hui sujet à controverse,
Il en est de même pour l'évangile selon Jean. En effet, le texte datant de 90 après Jésus-Christ ne mentionne ni le nom de l'auteur, ni celui de l'apôtre Jean. C'est pourtant à côté de la seconde moitié du deuxième siècle que ce récit commença à être baptisé évangile selon Jean, quoique parfois attribué à Jean le presbyte, que nous avons mentionné plus tôt, tradition plus tard reprise par l'Église catholique et les chrétiens orthodoxes. Aujourd'hui, l'auteur de l'évangile selon Jean, comme celui de l'Apocalypse, nous reste encore inconnu. Bien sûr, ça reste inconnu, c'est le livre le plus sensible, le plus... malheureusement, dans cette séquence historique, c'est un livre que les gens ont commencé à lire et à lire. Et à relire, parce que c'est un livre qui correspond à cette séquence. La fin de l'ère des poissons et le basculement des pôles. Et le basculement des pôles, c'est-à-dire pas forcément l'inversion, mais un basculement de 30 degrés. C'est cyclique, donc c'est la réalité. Alors le contenu de ce qu'il révèle, hein, avec, bien évidemment, comme je disais, l'allégorie de l'ouverture des 4 sceaux en Europe du Nord. Et qu'est-ce que ça signifie, l'Europe du Nord, l'Angleterre notamment, peut-être par rapport au Brexit. Ça peut être intéressant aussi à voir vraiment le contenu du livre de l'Apocalypse, les sceaux de l'Apocalypse sur dolceleb.com, les sceaux de l'Apocalypse, bien sûr. C'est très 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 important de comprendre l'histoire des sceaux de l'Apocalypse pour comprendre ce que Vinci veut mettre en scène en Europe du Nord et pourquoi il le met en Europe du Nord et qu'est-ce que ça signifie. L'histoire des sceaux de l'Apocalypse débute en 95 après Jésus-Christ, écrit par l'apôtre Jean. Les versets de l'Apocalypse relatent le déroulement d'ouverture des sceaux et de leurs conséquences. Justement, quand c'est écrit par l'apôtre Jean, on l'a vu précédemment, que historiquement, ça reste inconnu. Même si on préfère dire écrit par l'apôtre Jean dans n'importe quel article que dire écrit par personne ou de manière inconnue. C'est juste par rapport à ça. Hein. Les versets de l'Apocalypse relatent le déroulement de l'ouverture des sceaux, de leurs conséquences. C'est important. Le déroulement de l'ouverture des sceaux et de leurs conséquences. En voyant les 7 sceaux, selon la Bible, l'agneau Jésus-Christ reçut les destinées du monde sous la forme d'un livre scellé par 7 sceaux. L'un après l'autre, il brisa des sceaux, accompagnés des 4 vivants, c'est-à-dire des 4 évangélistes sur leur forme évangéliste. Donc, c'est quand même intéressant. Si nous avons une sorte de Christ un petit peu transformé, si j'ose dire, un Christ cybernétique. Et puis ici, nous avons l'ouverture des 4 sceaux. C'est quand même intéressant. Alors le premier sceau libéra la justice divine. Le premier des 4 vivants cria « Viens !» Et apparut le premier cavalier sur un cheval blanc, couleur de l'innocence et de la paix. Il est armé d'un arc et porte une couronne. Il a le pouvoir de conquérir et de vaincre encore et encore. La couronne est là, le pouvoir de conquérir et de vaincre encore et encore. Donc il y a une réflexion intéressante à avoir ici. Les cavaliers de l'Apocalypse semblent démontrer 4 étapes de l'histoire étalée dans le temps. Le cheval blanc signifie va conquérir le monde. Si ainsi met les cavaliers en Angleterre, le cheval blanc peut signifier la colonisation. Encore et encore, justement. Par le biais des croisades. Effectivement, la colonisation initie l'Apocalypse avec l'ouverture du premier sceau. Alors, bien évidemment, il y a eu la colonisation en Espagne. C'est plus en Angleterre, l'initialisation de la colonisation. Et puis, c'est en lien avec la fin de séquence, avec le Brexit, le 31 janvier, possiblement. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant au niveau de l'Europe du Nord. Donc, on est bien d'accord que ce qui est intéressant dans ce The Economist, c'est que bien sûr, il nous parle du futur, de l'avenir, de ce qui peut arriver, mais aussi il nous parle du passé. Et depuis, pas forcément savoir, parce qu'il a traversé les âges, hein, à travers certains textes de The Economist, certains articles, mais quand même, il traverse le temps, mais on a Walt Whitman, il traverse le temps, 19e siècle, les croisades, la colonisation.
Donc il traverse les âges et c'est quand même important à comprendre. Vraiment fondamental à comprendre. Alors bien sûr, hein, on va continuer. C'est quand même un article riche et synthétique hein, dans le célèbre. C'est vraiment intéressant. Le deuxième sceau libéra l'épée. Le deuxième des 80 cria viens et apparut le deuxième cavalier sur un cheval roux, couleur du sang répandu sur le champ de bataille. Champ de bataille, on parle bien des croisades, effectivement. C'est quand même intéressant de relier les informations entre elles. Là, dans cette séquence, champ de bataille, c'est compliqué. Et il est muni d'une épée et apporte la guerre à la destruction. Il a la possibilité de bannir la paix sur la terre afin que les hommes s'égorgent tous entre eux. Champ de bataille, on parle aussi de guerre mondiale. Donc, on voit bien que c'est lié à l'Europe du Nord aussi. Il faut être réaliste. Hein, les deux guerres mondiales sont liées aussi à l'Europe du Nord. C'est important. Hein. Colonisation, encore et encore, et deux guerres mondiales. Le troisième sceau libéra la faim. Le troisième des quatre vivants cria viens et apparut le troisième cavalier sur un cheval noir, couleur des plaines désertes. Il porte une balance et provoque une pénurie d'une nourriture, entraînant la famine. Couleur des plaines désertes, ça nous fait penser, malheureusement, à l'Afrique sahélienne et à la Somalie notamment. Donc faut être clair. Voilà, là ça, on parle de l'Europe, ici on parle de l'Afrique. On parle aussi des continents, des cartes du monde, etc. Vous voyez, en reliant les informations entre elles, on voit bien que le troisième sceau que nous voyons ici, eh bien, finalement l'ouverture des trois sceaux finalement sont quasiment ouverts. Hein. Le troisième sceau est ouvert avec la famine, etc. Post-colonialement, on voit bien que les choses sont là malheureusement. Le quatrième sceau libéra la peste. Alors, avec sa faucille, on voit bien, effectivement, il y a déjà eu la peste en Europe, la peste bubonique, effectivement. Mais ça parle d'une autre séquence historique. Là, on voit bien la faucille, ce qu'a voulu montrer Vinci, à travers les rédacteurs des économistes, on voit bien la faucille, c'est très intéressant de comprendre. Effectivement, il y a une peste bubonique, mais attention. Quand on parle d'effondrement économique, géopolitique, etc., eh bien, ce genre de choses, de maladies peut revenir, attention. C'est très important à comprendre. Et nous sommes en plein dans la séquence. Le quatrième des 80 qui vient, apparaît le quatrième cavalier sur un cheval blanchâtre, couleur de cadavre en décomposition. Il tua par la peste, par la guerre, par la famine et par les bêtes sauvages de la terre. Il amène la mort. Il cumule à lui seul le travail des trois autres réunis. Il est toujours suivi par Hadès, roi des enfers. Donc c'est quand même important de comprendre qu'effectivement on a ces trois séquences-là. Mais le quatrième, c'est celui qui va amplifier les trois autres. Il va amplifier les trois autres. Et en plus, on parle de bêtes sauvages de la terre. C'est quand même assez intéressant. Alors, on a quand même une grande souffrance des animaux. Donc, c'est vraiment... Alors, les animaux sont peut-être liés entre eux par d'autres choses, mais effectivement, les animaux souffrent beaucoup. Et les bêtes sauvages, il faut faire très attention. Encore une fois, le quatrième, on ne connaît pas la séquence. Hein, on a les trois, on le sait. Colonisation, famine en Afrique, etc. Les guerres mondiales. Mais là, attention, c'est suivant une séquence catastrophique ici. Ces quatre cavaliers n'eurent que le quart de la terre pour exercer leurs pouvoirs respectifs. Les quatre premiers sceaux touchent au domaine terrestre, tandis que les trois autres sceaux suivant une signification spirituelle, astrale, céleste, au niveau des trompettes, etc. Au niveau des sons qu'on entend. C'est vrai, c'est la vérité. On voit plein de chaînes, hein, que ce soit Freedom News Network ou Joël Nadon, effectivement, il y a des sons de l'apocalypse, des sons de trompettes dans le ciel, des sons de la planète qui fait un bruit, pas de basculement, mais il se passe des choses au niveau céleste, astral. Bien évidemment, au niveau de la NASA, on ne va pas nous expliquer. Il n'y aura pas une conférence qui va tout nous expliquer, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors là, nous voyons, voilà, avec la faucille, le quatrième qui bascule tout, hein, qui fait tout basculer. Hein.
Alors, bien évidemment, les trois autres qui ont une signification spirituelle. Le cinquième sceau fait surgir les âmes des martyrs, morts immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils en ont fait. Alors, les âmes des martyrs, immolés, on le voit dans cette séquence. Hein. Le sixième sceau libère la colère de Dieu, il révèle les signes célestes prédisant le jour du jugement du monde. Tremblement de terre, soleil noir, lune comme du sang, étoiles tombant sur la terre, disparition du ciel, montagne et îles déplacées furent les signes annonciateurs. Alors qu'est-ce que nous avons? Tremblement de terre, oui. Lune comme du sang, oui. La lune rouge sang, effectivement. On l'a vu ça. Étoiles tombant sur la terre, ce sont des astéroïdes. Peut-être une à Chelyabinsk, en Russie, mais là on parle de plusieurs choses. Disparition du ciel, montagne et îles déplacées. Donc on parle. Le sixième saut parle du basculement d'épaule très clairement, avec une accélération de la séquence. Là, c'est très clair. Avant que le septième sceau soit brisé, on assistant au marquage des serviteurs de Dieu, les 12 tribus d'Israël, et au triomphe des élus du ciel, les martyrs. Le septième sceau représente le jour du Seigneur qui durera une année entière. 7 anges apparurent avec 7 trompettes. À chaque retentissement de celle-ci, un fléau s'abattit sur le monde. Il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, des bruits de voix, et un grand tremblement de terre, puis tout s'apaisa. Donc effectivement, sixième et septième sceau, on parle plus de basculement d'épaule et de ces événements qui vont malheureusement arriver. On est en fin de cycle, c'est la réalité désastre, c'est la réalité. Oui, c'est la langue française aussi, elle est assez explicite. La réalité désastre. Il n'y a absolument rien à dire, c'est implacable. En jeu de mots, voilà, là les choses sont claires, désastre. Ce sont des astres, mais c'est la réalité que nous allons vivre. Malheureusement, et peu de gens sont informés, on voit vraiment plein de choses qui se passent partout dans le monde, des ravins, des ponts aussi. On a vraiment des séquences catastrophiques. Alors bien sûr, sur réseauinternational.net, nous avons Poutine, l'Apocalypse. Alors, ici, c'est intéressant. Nous avons un État-nation qui approvisionne de l'énergie, du gaz aux États-nations, à l'Europe du Nord, à toute l'Europe, à la Turquie, aussi avec le Turkey Stream, à la Chine, nous allons voir avec le Power of Sibérie, la force de Sibérie, le gazoduc force de Sibérie. Apparemment, il y a un problème avec le pipeline Nord Stream 2. Donc pourquoi Vinci nommait Poutine's Pipeline? Donc il y aura peut-être un souci par rapport au Poutine's Pipeline. Et là, on voit bien qu'il y a un problème avec le Nord Stream 2 qui est bloqué par la discordance ici, parce qu'ici, il y a la discordance, parce qu'ici, on est très 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 endetté, et ici, on n'est pas endetté. On n'a pas suivi le modèle économique capitaliste ici. Ici, on avait un autre modèle économique, et puis c'est grâce au gaz aussi qui permet à la Russie. Il y a eu quand même la guerre froide, ça les a restreints, donc là ils reviennent sans être endettés, alors que tous ceux qui ont suivi le dollar, bah, malheureusement, risquent de s'effondrer, parce que le dollar est en grand danger. Les banques sont, j'en ai parlé, hein, les banques sont en grande difficulté. On injecte des milliards par jour, donc c'est vraiment un système discordant en danger, et ici, on essaie de quitter le système. On n'a pas la même vision, on regarde pas. Ils regardent dans la même direction. La Russie et la Chine regardent dans la même direction. Les États-Unis, le monde capitaliste, est en discordance, en grande difficulté. Donc voilà. On regarde dans le même sens, pas dans le même sens, ça semble la confrontation. On les a pas mis au même niveau, c'est fait exprès. Mais ça semble, la confrontation semble être inéluctable, malheureusement. C'est triste pour l'humanité, bien sûr. Mais Poutine doit se protéger parce qu'il n'est pas endetté. C'est important. Donc, la fin de la guerre froide nous fait reculer de l'horloge de l'apocalypse. Le pays fédération de Russie, dirigé par Poutine, comme je disais, n'est pas endetté et fournit les gaz nécessaires au bon développement d'énormément de nations. Mais comme le montre cet article justement, il nous parle d'apocalypse. C'est quand même assez incroyable. Article du 27 janvier. Au cours de l'année dernière, le président russe a parlé d'apocalypse nucléaire, plus que tout autre dirigeant occidental ne l'a fait tout au long de la dernière décennie. Cela a poussé certains à spéculer qu'il menaçait l'OTAN et les États-Unis. Mais l'évocation des symboles religieux laisse penser que les avertissements nucléaires de Poutine n'ont en réalité que peu à voir avec l'Occident. En fin d'année dernière, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait achevé les derniers essais du nouveau missile hypersonique invincible à capacité nucléaire avant-garde et qualifié cela de meilleur cadeau du nouvel an pour son pays.
Comme Poutine a l'air de faire de plus en plus souvent montrer les enchères de la rhétorique apocalyptique, le monde devrait peut-être se préparer malheureusement à la guerre nucléaire. Je vais aller à la quintessence comme d'habitude. L'année dernière, le président russe a parlé d'apocalypse nucléaire, puis que toute autre région occidentale ne l'a fait tout au long de la dernière décennie. Cela a poussé certains à spéculer qu'il menaçait l'OTAN et les États-Unis. On voit bien les manœuvres de l'OTAN en ce moment, et de la Russie et de la Chine aussi. Donc tout ça en cachette, sans prévenir les populations toujours. Mais Poutine a attribué le risque d'issue catastrophique à l'Occident qui pourrait éventuellement piéger la Russie dans le recours à l'armement nucléaire pour se venger ou riposter. Cette phrase-là est fondamentale, c'est mon discours et c'est ce que je dis. Mais Poutine a attribué le risque d'issue catastrophique à l'Occident par rapport au système économique capitaliste qui pourrait éventuellement piéger la Russie dans le recours à l'armement nucléaire pour se venger ou riposter. Cette phrase-là, elle est littéralement implacable par rapport à cette séquence historique. Alors, bien sûr, en octobre, durant le dernier club de discussion, Valdheim, la rhétorique de Poutine est devenue encore plus dramatique. La Russie serait la victime. L'agresseur devrait savoir que la vengeance serait inévitable. Comme je disais, la Russie n'est pas endettée, elle serait la victime. L'agresseur, c'est la discordance capitaliste occidentale avec Donald Trump. L'agresseur devrait savoir que la vengeance serait inévitable. La guerre nucléaire sera un cataclysme mondial. Bien sûr que Poutine se défendra. Les Russes, au moins, iraient au paradis en tant que martyrs, mais les agresseurs, n'ayant pas le temps de se repentir, disparaîtraient simplement. On parle aussi peut-être d'une ouverture des sceaux, l'ouverture du quatrième sceau. Hein, avec cette troisième guerre mondiale, malheureusement. Alors, bien sûr, le livre de l'Apocalypse a déjà été évoqué en Russie, et des personnalités influentes l'ont cité de plus en plus fréquemment tout au long de la dernière décennie. En fait, le chef de l'église orthodoxe russe, le patriarche Kirill, a prédit des événements du genre de ceux décrits dans le livre de l'Apocalypse en 2017. Il a déclaré qu'il faut être aveugle pour ne pas voir l'approche des terribles moments de l'histoire dont a parlé dans sa révélation l'apôtre et évangéliste Jean le théologien. Plus récemment, il a encore répété sa conviction en l'imminence de la fin du monde. Alors, bien sûr, pour terminer cette séquence, je vais lire ce dernier paragraphe très intéressant. Fin d'un cycle, on est bien d'accord, fin du monde, oui, de ce monde. Ça semble, malheureusement, les ressources, les feux, n'oublions pas que ça fait partie de l'ouverture des sceaux, l'ouverture des feux, l'ouverture des sceaux, les feux en font partie, les feux de forêt. L'Australie, on le voit bien, est ravagée, l'Amazonie. C'est quand même assez intéressant. Alexandre Dugin, leader du mouvement eurasien et sans doute principal idéologue du Kremlin, appelle Poutine le Katechon. Katechon, c'est-à-dire le guide qui empêche la venue du règne de l'Antéchrist. Une ère où, selon lui, se mélange le mondialisme, le post-libéralisme et la société post-industrielle des Occidentaux. Mais loin de vouloir conjurer l'Apocalypse, Dugin voudrait que le mouvement eurasien soit à l'origine de sa réalisation. Comme l'a dit récemment un invité d'émission de Radio Russe, le monde contemporain, comme le Moyen-Âge aspire à l'Apocalypse. Sans Apocalypse, le monde est ennuyeux, au-delà du concevable. Donc voilà pour cette séquence de Poutine et l'Apocalypse, qui est vraiment extrêmement important et intéressant. Alors bien sûr, face à cette perspective dangereuse, face à l'Occident capitaliste en difficulté, avec les banques en grand danger, eh bien, la Russie a un allié de poids, en l'occurrence la Chine, dont l'ouverture d'un méga gazoduc, la force de Sibérie, renforce ses liens. Et Poutine vante des liens plus étroits sur éditioncnn.com. C'est quand même très intéressant. Alors, la Russie a mis en service l'Indian Norm gazoduc le 2 décembre, il n'y a pas si longtemps. Un gazoduc d'une valeur de milliards de dollars, affirmant des liens économiques et politiques de plus en plus étroits entre les deux pays. Baptisé Force de Sibérie, le gazoduc s'étend à plus de 8100 km à travers les deux pays selon l'agence de presse chinoise et fournira 38 milliards de mètres cubes de gaz par an d'ici 2024. Il a été exploité. Hop. Bien sûr. Alors, je fais pause ici,
pour éviter le son. Donc, où est-ce que j'en étais? Il était exploité par la société d'État russe Gazprom, bien évidemment. Le président chinois Xi Jinping et le dirigeant russe Vladimir Poutine ont regardé par une liaison vidéo l'inauguration du pipeline avant de se féliciter mutuellement pour un moment historique. Ce sont des États-nations qui ne sont pas... La Chine est endettée, bien sûr. Mais ils n'ont pas le même système d'existence, hein, si j'ose dire, que l'Occident. Donc ce sont deux alliés, deux poids lourds. Cette étape porte le partenariat stratégique russo-chinois dans le secteur de l'énergie, à un tout autre niveau, a déclaré Poutine. La TASS a déclaré que les livraisons avaient commencé à circuler depuis le pipeline depuis lundi, hein, ce mois-là, de décembre, bien que le montant augmentera au fil des ans. Le PDG de Gazprom, Alexei Miller, a annoncé aux deux dirigeants que le pipeline avait été ouvert par liaison vidéo. Le gaz coule vers le réseau de transport de gaz de la République populaire de Chine, a-t-il dit. Un accord de 30 ans a été signé par Poutine et Xi Jinping en 2014, et bien qu'un chiffre définitif n'ait pas été annoncé, il est estimé à plus de 400 milliards de dollars. Donc, pour terminer cette vidéo, encore sur réseau international.net, Nord Stream 2, le blocage. Signature du décret anti-gazoduc par Donald Trump. Hein, des sanctions dénonantes mais inefficaces, pas de sanctions contre les géants de l'énergie européenne. Donc, pour terminer cette vidéo, j'ai retenu 2 commentaires concernant cette séquence. C'est très intéressant. Le Putin's Pipeline, très important. Le académique Chersky est à l'arrêt, à côté de Vladivostok, depuis quelques temps. Et il peut travailler jusqu'à 90 mètres. Les travaux de pose du gazoduc se faisaient au moment à l'arrêt à 150 mètres de profondeur. La Russie vient de passer un accord de dernière minute avec l'Ukraine quant au transit de gaz par l'Ukraine. Hein, c'est un article du 24 décembre. Les élections présidentielles auront lieu en 2020. Donc, la défection des sociétés qui travaillent sur le Turkish Stream n'aura pas d'impact majeur sur la réalisation de la fin des travaux. Selon ces infos, la Russie n'a pas les moyens seule de finir la construction du Nord Stream 2. La Russie peut essayer d'accélérer les travaux sur le Turkish Stream pour réussir à augmenter ses livraisons de gaz en Europe, d'autant que ces sanctions de menaces spécifiques dureront 1 an au moins. La Russie peut compenser le manque à gagner en réactivant le transit par l'Ukraine, ce qui semble avoir été fait. La Russie peut se faire aider de ses partenaires économiques du Nord Stream 2 qui, curieusement, n'ont pas été menacés et modifier l'académique Chansky ou trouver un autre bateau qui pourra finir... un autre de Gunsbow qui répond à Bruno, justement, d'après le Radio-Canada, publié le 21 décembre 2019. Le précédent d'accord s'arrêtant le 31 décembre 2019, le géant gazier russe Gazprom a annoncé samedi un important accord de transit gazier de quelques 3,8 milliards de dollars avec l'Ukraine, ce qui permettra à la Russie de fournir l'Europe en gaz pendant au moins 5 années supplémentaires. Il faudra sans doute payer un accord, ne veut pas dire fourniture. Ceux qui ne confirment pas l'arrêt du Nord Stream 2, car ça c'est grâce aux Suisses que je ne trouve nulle part. Cependant, si c'est le cas, ce sera un fameux coup de pied dans les biens des Yankees pour ce qui est de la livraison de son gaz accompagné d'un clin d'œil complice aux Ukrainiens, puisque l'eau pourra être fournie par 2 canaux russes. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Une vidéo vraiment importante et intéressante concernant ces 2 dernières images du décryptage final. Partie 6. Donc comme je le disais en début de vidéo, c'est vraiment une série de vidéos qui a fait basculer ma chaîne vers la force, le côté de la force, si j'ose dire, avec énormément de vues, énormément de partages, de likes. Continuez ainsi, et vos commentaires aussi sont toujours importants et intéressants pour cette chaîne. Bien sûr, alors nous avons les The Economist 2020 qui est sorti. Bien sûr, il y a des vidéos à faire, mais avant de faire une nouvelle vidéo sur 2020, il y a quand même une séquence importante entre The Economist 2015 et 2020. C'est une séquence de transposition, avec le tarot, etc. Le jeu de loi, il y a quand même beaucoup de choses. Là, on parle d'une autre transposition, avec des écrits. Alors, je parlais de Vinci, donc pourquoi pas
pourquoi pas Vinci qui nous met un message. Avec Vinci, on le sait, c'est toujours à l'envers. On voit apparaître un alphabet cyrillique, c'est-à-dire l'écriture russe. Quelques-uns, hein, bien sûr, j'ai pas tout reconnu. Dans un premier temps, ça c'est une première analyse humble, intéressante, à partager pour le collectif. N'hésitez pas à apporter vos informations complémentaires, bien sûr, concernant le 2020. Alors oui, il y a des mots concernant le 2019. Trump, Brexit, récession, effectivement, maudit l'Inde. Voilà, ça semble être le 2019, vision. Vous voyez, ça peut être Vinci, oui. À chaque mot, on retrouve peut-être biodiversité, Tokyo, etc. On retrouve peut-être des choses. Les économistes 2019. Donc, bien évidemment, c'est une affaire à suivre. En tout cas, les vidéos sont à venir sur la chaîne concernant The Economist parce que c'est vraiment très intéressant. Hein. Bien sûr, pour le collectif, d'apporter mes lumières concernant cela. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci à vous.